Bonjour, bonjour, bonsoir à tous les étudiants de mon continent africain. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un fléau qui frappe beaucoup d'Africains, surtout en Occident, et sans que l'on s'en rende compte. Je veux parler de l'autisme. L'autisme est un trouble qui atteint les enfants, souvent jusqu'à 3 ans. Mais dans la majeure partie des cas, on le détecte plus tardivement. Quelles sont les caractéristiques essentielles de l'autisme? Les caractéristiques essentielles du trouble autistique sont la présence d'un développement nettement anormal ou altéré dans l'interaction sociale et la communication, ainsi qu'un répertoire d'activités et d'intérêts nettement restreint. Celui qui est atteint de l'autisme présente 3 caractéristiques essentielles dont j'aimerais parler en premier abord. C'est-à-dire que la personne a un développement restreint dans le domaine de l'interaction sociale, dans le domaine de la communication et en ce qui concerne l'intérêt pour diverses activités. C'est-à-dire que la personne a souvent une ou 2 activités qu'elle fait. Elle ne s'intéresse pas à beaucoup d'autres activités. Quand il faut parler dans la communication, il a des difficultés. Quand il faut interagir avec les gens de son âge, cette personne a des difficultés. Voilà les premières caractéristiques de l'autisme. Je vais enfoncer le clou en disant ceci. Les personnes les plus jeunes peuvent avoir peu ou pas d'intérêt à nouer des amitiés. D'autres personnes peuvent s'intéresser à l'amitié, mais ne pas comprendre les conventions des interactions sociales. C'est-à-dire que quand on joue, quand l'autre a le ballon, il faut le laisser et puis après on joue. Mais les jeunes, les enfants qui sont atteints par l'autisme ne comprennent pas ces règles, ces conventions sociales. Maintenant, les personnes atteintes de troubles autistiques ont des comportements, des intérêts et des activités restreints, répétitifs et stéréotypés. Stéréotypés, ça veut dire que quand ils commencent par faire une chose, tu peux déjà savoir comment ils vont continuer par faire la même chose pendant tout le temps. Et c'est toujours répétitif. Par définition, le trouble autistique survient avant 3 ans. Les manifestations du trouble pendant la petite enfance sont plus subtiles et difficiles à définir que celles observées après l'âge de 2 ans. Dans une minorité de cas, l'enfant peut s'être développé normalement pendant la première, voire la 2e année de sa vie. Il existe un risque accru de troubles autistiques parmi les frères et les sœurs des personnes atteintes de ce trouble. C'est-à-dire que quand vous avez une famille dans laquelle il y a déjà, disons que vous avez déjà un enfant de 3 ans qui a l'autisme, donc il y a un risque accru que les enfants qui seront nés après lui, après cet enfant, puissent être aussi atteints de l'autisme. Donc, ça fait 5%. Ce risque se quantifie à 5%. Les caractéristiques descriptives associées aux troubles mentaux. Dans la plupart des cas, il existe un diagnostic associé au retard mental qui peut aller de léger jusqu'à profond.
très souvent, les enfants atteints de l'autisme ou bien d'autisme ont un retard mental. Ce n'est pas tous les enfants. Il y a certains qui sont très calés. Mais il y a, dans la majeure partie des cas, ils ont aussi un retard mental. Il peut y avoir des anomalies dans le développement des capacités cognitives. Donc voilà ce que je viens de dire. Le profil des compétences cognitives est généralement inégal, quel que soit le niveau général d'intelligence. Les compétences verbales étant généralement plus faibles que les compétences non verbales. Les personnes atteintes de troubles autistiques peuvent présenter toute une série de symptômes comportementaux, notamment l'hyperactivité. L'hyperactivité, c'est que l'enfant ne peut pas rester à la même place pendant 2-3 minutes. Cet enfant doit bouger, il doit faire ceci, il doit faire cela. Ça, c'est l'hyperactivité. Il y a un autre trouble concernant l'hyperactivité. Mais l'hyperactivité se manifeste aussi dans l'autisme. Ils ont une capacité d'attention limitée. Un enfant autiste, il a des problèmes de concentration sur une chose. C'est-à-dire qu'il est dans une classe, on fait le cours, il lui est extrêmement difficile de se concentrer sur le cours. Parce qu'après quelques minutes, son attention est déviée vers autre chose. Les enfants autistes ont aussi souvent ce qu'on appelle l'impulsivité. Ils agissent sans contrôle. Petite chose peut les énerver et ils sont impulsifs. Ils sont aussi souvent agressifs. C'est-à-dire que quand leur degré de tolérance est dépassé, ils peuvent se mettre à casser un peu de tout autour d'eux. Ils démontrent aussi des comportements d'automutilation. Ils peuvent se blesser. Et quand une personne démontre un comportement d'automutilation, il y a un processus psychique qui est derrière cela. Selon la psychologie, quand la douleur psychique devient tellement intense que l'être humain n'est plus capable, apte à le supporter, cet individu se donne des douleurs physiques. C'est-à-dire qu'en se blessant physiquement, l'individu se détache de sa douleur mentale et se concentre sur sa douleur physique. En anglais, on parle de coping mechanism. C'est une manière pour cet individu de gérer la douleur mentale. Quand la personne pense que cette douleur mentale atteint un niveau qui est insupportable, la personne se blesse physiquement. Et donc, cette personne est déviée de la douleur mentale et se concentre sur la douleur physique. Il disait coping mechanism. Voilà comment on dit ça en anglais. En particulier chez les jeunes enfants, ils ont aussi des crises de colère. Les jeunes enfants qui ont l'autisme ont très souvent des crises de colère. Ils s'énervent à cause de petites choses comme ça. Et quand l'impulsivité et l'agressivité rentrent dedans, salut les dégâts. Donc, les enfants, il peut y avoir aussi des réponses étranges aux stimuli sensoriels, de douleurs élevées, d'hypersensibilité au son et au toucher. Les enfants qui sont atteints d'autisme aussi, et souvent, tu peux les toucher comme ça, et ils commencent pas à crier. Parce que ils sentent une grande douleur à cause du simple toucher. Ils sont souvent allergiques au bruit. Ils ne supportent pas le bruit autour d'eux. Et quand on fait le bruit, ils sont très vite dépassés. Et ils réagissent de manière souvent agressive. Ils démontrent des réactions exagérées à la lumière et aux odeurs. Des enfants atteints d'autisme ont souvent des réactions exagérées, surtout aux odeurs. Une petite odeur nauséabonde, ça peut le mettre en rage. Ils ont des fois une fascination pour un stimuli. Si c'est quelque chose comme un objet qui le fascine, il peut se concentrer sur cet objet-là pendant des heures parce qu'il est fasciné par un objet spécifique.
Maintenant, je vais parler des caractéristiques spécifiques de l'âge et du sexe. En effet, la nature de la déficience dans les interactions sociales peut changer au fil du temps dans le trouble autistique et peut varier en fonction du niveau de développement de l'individu. Chez les nourrissons, il peut y avoir un manque de câlin, une indifférence ou une aversion pour l'affection, pour le contact physique, un manque de contact visuel. Les enfants qui sont atteints d'autisme évitent très souvent le contact visuel. Quand il te parle, il regarde ailleurs, il te parle ici. Ou bien tu lui parles devant, il regarde ailleurs, mais il t'écoute quand même. Les jeunes enfants atteints de troubles autistiques peuvent traiter les adultes comme interchangeables. Ils peuvent s'accrocher mécaniquement à une personne spécifique ou utiliser la main de leurs parents pour obtenir des objets désirés sans jamais établir le contact visuel. Ils fuient les contacts visuels. Maintenant, cela étant dit, j'aimerais préciser quelque chose. Un enfant qui est atteint de troubles autistiques, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut punir. Parce que cet enfant est une victime de circonstances. L'autiste est une victime. Ce n'est pas quelqu'un qui commet des crimes qu'il faut punir. Donc quand vous punissez un enfant qui est autiste, vous êtes en train de lui faire du mal. Ils ont besoin de l'amour. Surtout de l'amour des parents. Maintenant, si on veut parler des causes de l'autisme, il y a beaucoup de théories qui expliquent les causes de l'autisme. Maintenant, généralement, on dit que l'autisme, on peut naître avec l'autisme, c'est-à-dire qu'il y a des causes biologiques. Donc, les gens peuvent naître autistes sans que l'autisme ne soit déclenché. Mais il y a des facteurs qui déclenchent l'autisme. Et en parlant de ces facteurs, il ne s'agit pas d'accuser une personne ou bien d'accuser l'autre. Je dis ce que enseigne la psychologie. Quelqu'un qui naît autiste, mais qui a un environnement réconfortant, peut ne pas développer l'autisme. Mais l'inattention des parents et surtout de la mère peut conduire au déclenchement de l'autisme avec lequel l'enfant naît. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Il faut se concentrer sur les enfants. Il est vrai que nous sommes venus en Occident pour nous chercher. Mais nous devons toujours nous rappeler que les enfants n'ont pas demandé à venir sur la terre. C'est nous les parents qui les avons amenés sur la terre. Donc il y va de notre responsabilité de prendre soin de nos enfants. Tu ne peux pas laisser ton enfant sur le portable, sur l'ordinateur, devant la télévision pendant des heures. Quand tu le fais, l'enfant se concentre sur la machine et l'enfant peut développer divers troubles. Un de ces troubles, c'est que l'enfant n'arrivera pas à parler. Parce que le parler, c'est un fait social. C'est pourquoi tu peux être togolais. Mais quand ton enfant naît en Chine, il grandit en Chine, il va parler le chinois. Tu peux être togolais. Mais quand ton enfant naît en Allemagne et grandit en Allemagne, il va parler l'allemand. Si ton enfant grandit au Togo, quel que soit le pays d'où il vient, selon la région, il va parler le Mina, le Kotekoli, le Tchokosi ou les autres langues de la région. Ça veut dire quoi? C'est dans les interactions sociales que l'enfant apprend à parler. Mais quand vous mettez l'enfant devant la télévision et vous pensez que l'enfant va apprendre la langue à partir de la télévision, l'enfant n'apprend pas.
Première chose, la vitesse, les séquences des événements de la télévision, la vitesse de ces séquences dépasse la vitesse du travail du cerveau. Je vous donne un exemple pour vous expliquer cela. Quand tu es dans le train, ou bien quand tu es dans une voiture, quand tu regardes dans les vitres, tu as l'impression que les arbres sont en train de se déplacer. Or, l'arbre ne se déplace pas. Pourquoi on a cette impression? Parce que la vitesse du cerveau humain est inférieure à la vitesse de la voiture que tu conduis ou bien du train. Donc, la vitesse de possession du cerveau n'arrive pas à capter les événements, c'est-à-dire la vitesse de la voiture ou bien du train. C'est pourquoi ton cerveau te donne l'impression que les arbres sont en train de mouvoir. Or, les arbres sont immuables. C'est de la même manière que quand vous mettez l'enfant devant la télévision, son cerveau n'étant pas encore développé, ce cerveau-là est dépassé par la vitesse des images qui sont montées à la télévision. Ça peut traumatiser vos enfants. Donc, il faut l'interaction avec l'enfant. Si vous prenez le psychologue Erik Erikson, il a subdivisé le développement de l'enfant en 8 phases. Dans la première phase qui va de la naissance jusqu'à 1 an, l'enfant apprend par exemple la confiance ou la méfiance. Quand on parle de confiance ou bien de méfiance, c'est quelque chose qui naît dans une relation sociale. Quand vous n'avez pas de relation avec l'enfant, d'où est-ce que l'enfant va apprendre à avoir confiance? Où est-ce que l'enfant va apprendre à être méfiant? Donc l'enfant grandit presque comme de l'herbe. Il n'apprend ni la confiance, ni la méfiance, parce que les parents n'ont pas d'interaction avec lui. Quand on n'a pas d'interaction avec l'enfant, il est difficile pour l'enfant de parler. Finalement, on est obligé d'amener l'enfant chez le thérapeute qu'on appelle à la logopédie. Parce que tu penses que quand tu étais au Togo, il te manquait des jouets. Maintenant que tu es en Occident et que tu as les moyens, tu achètes les jeux d'ordinateur à ton enfant. À cause de ce jeu-là, ton enfant va avoir un retard dans le langage. Ton enfant peut être, comment on dit, les images que l'enfant voit à la télévision, ces images peuvent tirer ton enfant comme ça. L'enfant se concentre sur lui et sur la télévision seulement. Et l'enfant fait comme ça. Il avance dans un tunnel. Tout ce qui se passe autour de l'enfant, l'enfant a appris à ne pas la considérer. C'est comme ça que les enfants sont programmés à développer divers troubles. Et cela vient de la responsabilité de nous, les parents. L'autisme. On peut naître avec les germes de l'autisme biologiquement, mais l'autisme peut ne pas se déclencher. Les conditions environnementales, il existe certaines conditions environnementales qui permettent à l'autisme de se déclencher. Il y a aussi des réactions biochimiques dans le cerveau qui peuvent aussi conduire à l'autisme. Qu'est-ce que vous mangez? L'année passée, en 2023, il y a une université à Texas, aux États-Unis, qui a analysé les faits et a dit que il existe une corrélation, ou bien une relation, entre la consommation excessive de soda pendant la grossesse et l'allaitement et le développement de l'autisme. Ça veut dire que pendant que la maman est enceinte, si elle consomme beaucoup trop de boissons gazeuses sucrées, sursucrées, il y a un risque que l'enfant développe l'autisme. C'est une étude qui a été publiée en 2023 par une université à Texas, aux États-Unis. Donc, j'aimerais tout juste dire quelque chose, un certain nombre de choses.
Les enfants, child development, le développement de l'enfant, il y a une partie qui est inscrite dans son génome. L'autre partie vient des conditions environnementales. Quand l'enfant naît, il a peut-être combien de kilos? 2, 3 kilos, jusqu'à 5 kilos. Et après, il grandit physiquement. Ça, c'est programmé avant que l'enfant ne vienne sur la terre. Maintenant, en ce qui concerne la sociabilité, apprendre à parler, apprendre à se comporter dans une société, l'intelligence, tout cela se développe sur la terre. Selon la psychologie, l'enfant vient sur la terre avec 50% de ses capacités intellectuelles. Les autres 50% sont acquis dans les interactions sociales, quand l'enfant est déjà né. Donc, l'enfant peut venir avec 50% de ses capacités intellectuelles, mais si l'enfant ne sort pas pour aller jouer avec les autres enfants de son âge, il peut avoir un retard dans son développement cognitif. Donc, il appartient aux parents de faire sortir les enfants afin qu'ils puissent jouer avec les uns les autres. Il faut lire avec les enfants. Il faut faire beaucoup de jeux aux enfants. Les jeux de dames. Il y a des jeux au cours desquels le cerveau est challengé. Pourquoi? Parce qu'un enfant vient sur la Terre avec au moins 10 milliards de neurones. Qu'est-ce qu'on appelle neurones? Les neurones, c'est des nœuds qui sont connectés dans le cerveau. C'est ces nœuds-là qui permettent à l'individu de réfléchir. Donc, un enfant vient sur le sol, sur la Terre, avec au moins 10 milliards de neurones. Maintenant, quand l'enfant vient sur la Terre, selon ce que l'enfant fait, certains neurones sont activés. Quand l'enfant joue, il apprend des règles sociales, il apprend la langue, il y a les neurones correspondants qui sont activés. Mais si l'enfant ne fait pas d'activité, certains neurones ne seront pas activés. Et à partir de 17 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, il y a ce qu'on appelle en psychologie le pruning process. C'est un processus dans lequel les neurones qui n'ont pas été activés, ces neurones meurent. Et quand les neurones meurent, elles ne peuvent plus être ressuscitées. Donc, l'enfant qui vient sur la Terre avec plus de 10 milliards de neurones a besoin de faire des activités afin que les neurones soient activés. Voilà la raison pour laquelle il faut lire aux enfants. Il faut jouer le Scrabble ou bien les dames, les jeux là avec les enfants. Il faut sortir les enfants afin qu'ils jouent au football, au basketball, les jeux là. Ils apprennent des règles sociales. Il y a ce qu'on appelle chez nous le Lego. Lego, c'est du matériel avec lequel les enfants se construisent une maison. En Afrique, c'est après la pluie, on prend le sable, on construit une maison, on construit différentes choses. Ici, chez nous en Allemagne, c'est le matériel en, comment on dit, en plastique avec lequel les enfants construisent. Ils peuvent construire une voiture, ils peuvent construire une maison, ils peuvent construire une lampe, beaucoup de choses comme ça. Donc c'est la même chose. Seulement que eux, ils le font avec le Lego, qui est un matériel en caoutchouc. Et chez nous en Afrique, après la pluie, on fait ça souvent avec le sable. Mais en faisant ça, on réfléchit, on active les neurones. Quand les neurones ne sont pas activés, jusqu'à partir de 16, 17, 18, 19, 20 ans, et que le pruning process a commencé et se termine, ça veut dire que les neurones, ces neurones qui n'ont pas été activés avant 7 ans, ces neurones meurent. Et quand elles meurent, elles ne peuvent plus être ressuscitées. Donc je suis venu pour dire aux Africains qui sont en Occident, quel que soit ce que nous faisons, prenons le temps pour nos enfants. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nos câlins. Ils ont besoin, quand l'enfant revient de l'école, il faut lui poser la question,
comment a été l'école aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé à l'école. Et quand tu lui demandes comment était l'école aujourd'hui, l'enfant peut te dire, oui, c'était bien, ou bien quelque chose s'est passé, l'enfant va te raconter. En racontant, si un événement négatif s'est passé sur l'enfant à l'école, quand l'enfant te raconte l'événement, les cassures, les blessures internes, les cassures internes vont sortir. Mais quand tu ne poses pas cette question à l'enfant, l'enfant est obligé de process, de travailler les événements négatifs qu'il a subis à l'école lui seul. Et souvent, il n'a pas la capacité cognitive essentielle pour travailler ça seul. Cela peut conduire à un traumatisme. C'est pourquoi quand l'enfant revient de l'école, il est nécessaire de lui demander comment était l'école aujourd'hui. L'enfant se sent important. L'enfant se sent vu. Il se sent apprécié parce qu'on lui donne l'opportunité de raconter sa journée. Je sais que nous sommes super occupés pour chercher de l'argent. Effectivement, nous en avons besoin. Mais nos enfants, ils sont le futur. C'est pourquoi nous devons tout faire pour investir en eux. Je m'arrête aujourd'hui à ce point et la prochaine fois, on va continuer sur d'autres sujets psychologiques concernant l'enfance, le mariage, les relations sociales, ainsi de suite. Je vous remercie.